Des moments d'introspection sont inévitables dans la vie d'un homme. L'écho des applaudissements s'estompe, la quête de relations superficielles révèle sa vacuité intrinsèque, et le triomphe matériel acquiert le goût amer de la désillusion. C'est à cet instant précis que quelque chose d'ancestral et de profond commence à s'agiter sous la surface de ses réalisations. Une mélancolie sans nom, un désir que la logique ne peut apaiser, émerge des profondeurs de la psyché masculine. C'est alors qu'il rencontre le spectre de son premier amour, non pas une femme du monde extérieur, mais la figure maternelle logée dans les couches les plus reculées de son inconscient. Carl Jung, l'explorateur perspicace de l'âme humaine, nous a avertis de l'inévitabilité de cette rencontre. Il a appelé ce phénomène psychique le complexe maternel, un héritage invisible qui s'installe comme une architecture psychologique si profondément enracinée que, tant qu'il restera dans l'ombre de l'inconscience, l'existence d'un homme deviendra une série de réactions à une blessure dont il ne reconnaît même pas l'origine. Pour continuer à explorer les profondeurs de la psyché humaine et à démêler ses mystères, abonnez-vous à notre chaîne Alchimisterie, aimez cette vidéo si elle résonne en vous, et laissez votre commentaire pour partager vos réflexions. Il est crucial de comprendre que cette analyse ne cherche pas à attribuer de faute à la figure maternelle. L'objectif primordial est de dévoiler les mécanismes complexes par lesquels les prisons les plus insidieuses ne sont pas forgées en barreaux physiques, mais plutôt construites à partir d'attentes intériorisées, d'archétypes archaïques résidant dans notre psychisme, et de la croyance tacite que l'amour doit être sans cesse gagné. Cette quête se manifeste par la tentative de se mouler en ce que la mère n'a jamais explicitement demandé, mais que l'enfant, dans sa perception tendre, croyait nécessaire pour obtenir son affection, dès son premier contact avec le monde. À l'aube de la conscience individuelle, la mère se présente comme la personnification de l'univers. Son sourire irradiait une approbation inconditionnelle, tandis que son silence, parfois, était interprété comme un jugement sévère, une forme de punition voilée. Elle fut le premier miroir dans lequel l'individu chercha à refléter sa propre image, et les impressions capturées dans ses yeux furent prises comme la vérité incontestable de sa valeur intrinsèque. Cette phase initiale de la vie établit des fondations profondes pour l'estime de soi et la perception de soi. Cependant, la perspective jungienne nous révèle une distinction fondamentale. L'archétype de la mère transcende la figure de la mère biologique elle-même. Il réside dans les profondeurs de l'inconscient collectif, représentant un modèle primordial d'origine, de nourriture et de protection. Néanmoins, ce même archétype porte en lui le potentiel d'enfermement, de régression à des états infantiles et l'établissement d'une dépendance psychologique qui peut perdurer jusqu'à l'âge adulte. Si cet archétype reste non intégré à la conscience, c'est-à-dire si ses facettes obscures ne sont pas reconnues et comprises, une fracture psychique se produit. Cette fissure se manifeste lorsque la femme réelle, la mère de chair et de sang, manque inévitablement de correspondre aux idéaux irréalistes et omnipotents projetés par l'archétype maternel. À ce moment critique, l'enfant, dans sa vulnérabilité, ne traite pas cet échec comme une perte à pleurer. Au lieu de cela, il s'adapte, façonnant une version de lui-même soigneusement conçue pour capter le regard de la mère, pour mériter son affection. Finalement, pour assurer sa propre survie émotionnelle. Cette version adaptée de soi-même, initialement une stratégie de survie, se solidifie progressivement, devenant un masque que l'individu présente au monde. Avec le temps, ce masque s'intériorise, fusionnant avec l'identité perçue, et l'homme en vient à vivre à travers cette persona construite. Cependant, derrière cette façade d'apparente intégrité, le garçon intérieur réside toujours, nourrissant les blessures originelles, aspirant à la reconnaissance et répétant des schémas de comportement dysfonctionnels. Il devient un éternel performeur, compensant sans cesse le sentiment d'inadéquation et cherchant dans ses relations interpersonnelles une validation externe qui ne pourra jamais combler le vide intérieur. La recherche de femme, dans ce contexte, n'est souvent pas motivée par un désir sincère d'intimité et de connexion,
mais plutôt par une tentative inconsciente de réparer la blessure primordiale, de ressusciter la figure maternelle idéalisée qui réside dans les profondeurs de sa psyché. Comme Jung l'a lui-même sagement observé, ce qui n'est pas rendu conscient se manifeste comme destin. Cette affirmation puissante résonne profondément avec la dynamique du complexe maternel non résolu. L'homme, sans comprendre les forces inconscientes qui le poussent, se retrouvera inévitablement à répéter les mêmes schémas destructeurs dans ses relations. Il tombera amoureux de femmes qui, d'une manière ou d'une autre, reflètent les caractéristiques de la figure maternelle originale, sa froideur émotionnelle, sa distance affective, ses silences énigmatiques. De même, il pourra s'auto-saboter précisément au seuil du succès, comme si une force invisible l'empêchait d'atteindre la plénitude. La présence de la désapprobation féminine, même subtile ou imaginaire, peut déclencher en lui un sentiment accablant d'inadéquation et le mener à un effondrement émotionnel. Ces réactions ne sont pas indicatives d'une faiblesse de caractère, mais plutôt des manifestations d'une partie de son être qui croit toujours, à un niveau profond et inconscient, que le regard maternel détient le pouvoir de valider son existence et de déterminer sa valeur intrinsèque. Et ici réside la partie la plus difficile, pour beaucoup d'hommes, la plus évitée. Le voyage vers la totalité et l'individuation ne peut être initié qu'à travers la confrontation et la dissolution de cette illusion persistante. Il est impératif de tuer cette image idéalisée ou diabolisée de la mère intériorisée pour pouvoir émerger comme un individu autonome et complet. Jung, en utilisant le verbe « tuer », ne faisait pas référence à un acte littéral de violence ou de rejet, mais plutôt à un processus psychologique de différenciation. Cela signifie apprendre à voir la mère non pas comme une déesse omnipotente ou une vilaine implacable, mais comme un être humain faillible, limité par ses propres blessures et façonné par sa propre ombre. Tant que cette différenciation n'aura pas lieu, l'homme n'aimera pas vraiment sa mère en tant qu'individu séparé. Au lieu de cela, il perpétuera un cycle d'adoration d'une idée abstraite ou mènera une bataille contre un mythe intériorisé. Les deux approches sont fondamentalement illusoires et le maintiendront inévitablement piégé dans un état de fragmentation psychique, incapable d'atteindre une véritable intégration et un bien-être émotionnel. Par conséquent, une question cruciale se pose que chaque homme doit se poser avec une honnêteté brutale. Êtes-vous véritablement en train de choisir le cours de votre propre vie, en accord avec vos valeurs et désirs authentiques, ou êtes-vous encore inconsciemment en quête de prouver votre valeur et de mériter l'approbation d'une figure maternelle qui, à bien des égards, a déjà rempli son rôle primaire et suivi son propre chemin? Ce processus d'auto-examen profond transcende la simple auto-assistance superficielle. Il représente une intervention chirurgicale dans l'âme même, une exploration courageuse des couches les plus profondes de l'inconscient. Chaque fois qu'un homme réagit avec un sentiment de culpabilité irrationnelle, chaque fois qu'il se sent paralysé par la peur du rejet, chaque fois qu'il surcompense dans ses tentatives de plaire et de répondre aux besoins des autres dans ses relations, il n'agit pas comme un adulte autonome. Au lieu de cela, il fait écho aux désirs et aux insécurités de l'enfant intérieur qui nourrit encore l'espoir illusoire que, s'il est suffisamment bon et serviable, il sera finalement choisi et aimé inconditionnellement. Cependant, la véritable guérison et la conquête de l'individuation n'émanent pas de l'approbation externe ou du sentiment d'être choisi par autrui. Elles s'épanouissent à partir d'un choix interne et conscient, le choix de se prioriser, de reconnaître sa propre valeur intrinsèque et de libérer l'attente sacrée et irréaliste que la mère, la personne qui lui a donné la vie biologique, puisse et doivent également lui fournir une identité complète et un sentiment inébranlable d'estime de soi. C'est une tâche intransmissible, un appel individuel que chaque homme doit entendre sur son propre chemin de découverte de soi. Un homme qui n'a pas fait la paix avec la figure maternelle intériorisée ne se lie pas de manière authentique et réciproque. Il rejoue les drames du passé dans ses relations présentes. Il ne prend pas la direction de sa propre vie avec confiance et autonomie. Il cherche incessamment à compenser un sentiment sous-jacent d'inadéquation.
Il n'aime pas de manière véritable et désintéressée, il supplie la rédemption et la validation, dissimulant souvent ce besoin profond sous un masque d'indépendance ou d'autosuffisance. Ce qui le hante n'est pas une personne spécifique du présent, mais une projection du passé non résolu, un spectre de la mère intériorisée qui plane sur ses relations. Carl Jung nous a enseigné que l'inconscient a une tendance irrésistible à projeter ses contenus non intégrés sur le monde extérieur. Et pour l'homme qui n'a pas entrepris la tâche ardue d'examiner ses propres profondeurs psychiques, quelle image pourrait être plus puissante et magnétiquement attrayante que celle du féminin, chargé de toutes les attentes et aspirations inassouvies de l'enfance? Ainsi, il cherche la figure féminine non pas comme une partenaire égale dans un voyage partagé, mais comme un miroir qui peut lui renvoyer une image idéalisée de lui-même, une mère de substitution qui peut enfin achever le récit inachevé de son enfance. C'est à ce moment que commence la grande illusion, souvent enveloppée dans le brouillard de l'attraction romantique. Il appelle cela de la chimie, une connexion inexplicable d'âme. Mais, en substance, c'est une répétition compulsive d'anciens schémas. Il proclame « Elle me complète », plaçant sur la partenaire le poids insoutenable de ses propres besoins insatisfaits. Cette recherche incessante de complétude externe, paradoxalement, le conduit à un état de régression psychologique. L'homme adulte se voit inconsciemment chercher dans la relation la sécurité émotionnelle primaire, le réconfort et l'abri qui, pour diverses raisons, lui ont été refusés ou ressentis comme insuffisants dans son enfance. Jung a appelé ce phénomène la projection de l'anima, un processus dans lequel la facette féminine intérieure d'un homme, profondément modelée par la première et la plus significative femme de sa vie, est projetée sur les femmes qu'il rencontre tout au long de son parcours. Dans ce processus de projection, l'homme ne voit pas la femme pour ce qu'elle est vraiment, avec ses propres individualités, qualités et imperfections. Au lieu de cela, il la voit à travers le filtre déformant de ses propres besoins et attentes non résolues. Il la voit comme la mère idéalisée, la personnification de l'espoir d'être finalement aimée et acceptée inconditionnellement, la figure capable de satisfaire la faim émotionnelle qui l'accompagne depuis l'enfance. Inévitablement, cette dynamique le mène à la frustration et à la désillusion, car aucune femme ne peut supporter le poids écrasant de porter, elle, enfant inconscient, de son partenaire. Elle se sent submergée par l'avalanche d'attentes non articulées, par la demande implicite qu'elle le sauve de ses propres blessures, le calme dans ses angoisses, le pardonne pour ses fautes perçues et le complète dans son sentiment d'incomplétude. Tout cela sans qu'il ait jamais besoin d'exprimer ses besoins ou d'assumer la responsabilité de son propre bien-être émotionnel. L'enfant intérieur, emprisonné dans les profondeurs de l'inconscient, n'a pas appris à demander ce dont il a besoin de manière directe et saine. Au lieu de cela, il attend passivement, dans l'espoir vain que ses besoins soient magiquement reconnus et satisfaits. Et lorsque la partenaire, inévitablement, ne peut pas répondre à ses demandes inconscientes, des demandes que même sa propre mère n'a pas pu satisfaire pleinement, il se sent de nouveau abandonné et rejeté. Cependant, ce sentiment d'abandon n'est pas causé par la partenaire elle-même, mais par la réouverture de la blessure primordiale, une blessure qu'elle, souvent involontairement, a touchée en ne correspondant pas à la projection idéalisée qu'il a placée sur elle. C'est le cycle vicieux dont Carl Jung nous a inlassablement avertis. Le destin inexorable d'un homme qui n'a pas entrepris la tâche ardue de retirer ses projections inconscientes du monde extérieur. Il transformera chaque relation intime en un rituel sacrificiel, saignant sa propre âme dans une tentative désespérée de récupérer quelque chose qui, sous sa forme idéalisée, n'a jamais existé, la mère parfaite qui peuple ses fantasmes inconscients. Face à cette compréhension, la question cruciale que chaque homme doit affronter est: combien de temps permettrez-vous aux ombres du passé de continuer à obscurcir votre vision du présent et à façonner vos relations futures? Combien de temps persisterez-vous à confondre l'amour véritable, basé sur le respect mutuel et l'acceptation de l'individualité, avec la recherche désespérée d'une salvation émotionnelle,
une tentative vaine de combler un vide intérieur par le biais de la validation externe. Tant que l'archétype maternel vous restera polarisé, oscillant entre une idéalisation infantile et une diabolisation rancunière, votre perception de la réalité sera inévitablement déformée. Vous ne pourrez pas voir la femme en face de vous pour ce qu'elle est vraiment, avec ses propres complexités et nuances, ni ne pourrez reconnaître votre propre identité authentique, séparée des influences du passé. Et tant que ce changement fondamental de perspective ne se produira pas, vous continuerez à confondre l'intimité avec un besoin urgent, le sexe avec une recherche inconsciente de guérison émotionnelle, le silence avec un rejet douloureux, et l'inévitabilité de l'abandon, présente dans toutes les relations, à un certain niveau, avec la confirmation d'un destin prédéterminé de solitude et d'inadéquation. Mais voici la vérité libératrice que Carl Jung nous a léguée, une vérité souvent enveloppée dans le feu de la confrontation intérieure. L'aspect féminin de la psyché masculine doit être récupéré et intégré, non pas répété compulsivement dans des relations externes. Et pour entreprendre ce voyage de récupération et d'intégration, l'homme doit descendre courageusement dans les profondeurs de son propre inconscient. Il doit affronter la douleur qu'il a enfouie dans les couches les plus profondes de son être, non pas dans l'intention de punir ou de blâmer sa mère, mais avec l'objectif primordial de récupérer son âme fragmentée. Cette descente dans l'inconscient, cette exploration des ombres intérieures, est ce que Jung a appelé l'individuation. Il ne s'agit pas de la quête d'une perfection inaccessible ou de la répression des parties du soi considérées comme négatives. Au contraire, c'est un processus d'intégration des polarités, de reconnaissance et d'acceptation de sa propre ombre, transformant des schémas inconscients et destructeurs en des choix conscients et libérateurs. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour toi, frère en chemin? Cela signifie que, tant que tu continueras à éviter de confronter la blessure originelle, tu chercheras inconsciemment dans le monde extérieur la figure maternelle qui te nourrit, te protège et te valide inconditionnellement. Et le monde, dans sa réalité impitoyable, ne peut et ne jouera pas ce rôle. Au lieu de cela, le monde te confrontera à ses propres limites et te brisera jusqu'à ce que tu développes la capacité de devenir ton propre protecteur, ton propre père intérieur. Cela signifie que tu devras rompre avec l'ancienne loyauté inconsciente à une douleur qui ne t'a jamais servi, à un schéma de souffrance qui s'est perpétué à travers les générations. Et ce processus de rupture et de transformation n'est pas un voyage poétique et romantique. Souvent, il est désorientant et déconcertant. Parce qu'au moment exact où tu cesses de chercher ta mère chez d'autres femmes, tu pourrais éprouver un profond sentiment de solitude. Cependant, cette solitude ne sera pas le reflet de ta réalité extérieure, mais l'expérience inédite de te retrouver, pour la première fois, dans le silence qui était autrefois rempli par la présence et les attentes de la figure maternelle. C'est dans cet espace de silence intérieur que l'homme réel, l'individu autonome et différencié, commence à prendre forme. Beaucoup d'hommes croient être bloqués dans leur vie à cause de la paresse ou du manque de discipline. Ils se blâment de ne pas avoir atteint leurs objectifs, attribuant leurs échecs à un supposé manque de volonté. Mais que se passerait-il si la vérité sous-jacente était plus sombre et plus complexe? Et si, au lieu d'échouer, tu étais inconsciemment loyal à un modèle familial de souffrance? Carl Jung a observé avec une profonde perspicacité que l'inconscient n'est pas régi par la logique rationnelle, mais par le pouvoir des mythes archaïques et des loyautés invisibles. L'un des mythes les plus anciens et les plus profondément enracinés auxquels l'inconscient s'accroche obstinément est la croyance que, si un individu prospère et transcende la souffrance de ceux qui l'ont élevé, il trahira, d'une certaine manière, ses figures primaires. Ce pacte tacite, rarement articulé en paroles mais vécu intensément dans les émotions et les comportements, gouverne la vie de nombreux hommes. Il résonne dans les pensées et les sentiments tels que « Si ma mère a tant lutté dans la vie, qui suis-je pour prospérer et jouir de l'abondance? Si elle s'est sentie constamment mal aimée et négligée,
Comment oserais-je me permettre de me sentir choisi et inconditionnellement aimé? Si elle a porté le poids de la douleur et de la souffrance tout au long de son existence, quel droit ai-je de chercher la liberté émotionnelle et la joie? Il est fondamental de comprendre que ce ne sont pas des réflexions basées sur un raisonnement logique ou sur des choix conscients. Elles émanent d'une force émotionnelle puissante, une sorte de gravité psychique qui te ramène à l'atmosphère émotionnelle de ton enfance, à la pièce dont tu as peut-être physiquement grandi, mais dont tu ne t'es jamais complètement déconnecté psychologiquement. Et quelles sont les conséquences de cette loyauté inconsciente? Tu pourrais te retrouver à diminuer ta propre lumière précisément au moment où le succès est à portée de main. Tu pourrais saboter des relations prometteuses avant qu'elles n'atteignent un niveau de sécurité et d'intimité authentique. Tu pourrais même chercher inconsciemment des situations de rejet, non pas parce que tu les désires consciemment, mais parce qu'elles te procurent une sensation familière, un retour à l'environnement émotionnel connu de ton enfance. Une partie profonde de toi murmure: si je guéris et prospère, je la laisserai derrière moi, l'abandonnant dans sa souffrance. Jung a appelé ce type de loyauté dysfonctionnelle une possession archétypale liante. Dans cet état, l'archétype maternel n'influence pas seulement tes pensées et tes comportements. Il habite, en fait, ta psyché, prenant possession de ton identité. La douleur de ta mère devient alors ta propre douleur. Sa tristesse devient un fardeau que tu portes comme une relique sacrée, craignant de la laisser partir car, à un niveau inconscient, tu as peur de perdre ta propre identité sans elle. Tu deviens ainsi un écho de ta mère, son ombre, une tentative inconsciente de lui donner une seconde chance dans la vie, de réparer les injustices qu'elle a subies. Cette loyauté n'est pas motivée par la malice ou par un choix conscient, mais par un profond sentiment de devoir filial, la tentative d'un fils de réparer quelque chose qui n'était jamais vraiment de sa responsabilité de réparer. Et voici le douloureux paradoxe qui brise le cœur de nombreux hommes. Tu ne peux pas vraiment honorer ta mère en perpétuant le cycle de souffrance à ses côtés. Le véritable honneur réside dans l'évolution au-delà de ses limites, dans la transcendance des difficultés qu'elle a rencontrées. Ce n'est pas une trahison, c'est une libération. Car le but d'un fils n'est pas de rester en orbite autour du chagrin de la mère, mais d'en sortir, de faire avancer le potentiel inachevé, de devenir la branche forte qui brise enfin le cycle de souffrance, sans pour autant couper les racines qui l'ont nourri. Telle est la véritable essence de la maturité psychologique, la naissance du moi adulte non pas comme une simple réaction à la douleur et aux blessures du passé, mais comme un acte conscient de différenciation, de revendication de sa propre individualité et autonomie. Par conséquent, si tu te retrouves à saboter à plusieurs reprises ton propre succès, si tu as tendance à choisir la petitesse et à te replier devant la joie, la paix ou le pouvoir personnel, pose-toi la question que la plupart des hommes craignent d'affronter. Qui suis-je en train de trahir en m'autorisant à être heureux et épanoui? Et quand la réponse émergera, elle viendra certainement dans un subtil murmure des profondeurs de ton âme, tu sauras exactement où réside encore la blessure originelle et continue d'influencer tes choix. Mais voici ta vérité, une vérité que tu dois tatouer dans ton âme comme un rappel constant. La douleur de ta mère n'est pas ton destin. Elle t'a donné la vie, oui, un don inestimable, mais ce que tu fais de cette vie, les choix que tu fais, les chemins que tu suis, c'est ton offrande à elle, au monde et à toi-même. Tu n'es pas là pour simplement répéter son histoire, pour porter ses fardeaux et perpétuer ses souffrances. Tu es là pour achever cette histoire, non pas en portant sa douleur comme un héritage, mais en la transcendant à travers ton propre chemin de guérison et de croissance. Pour qu'un jour, en te regardant dans le miroir de ton âme, tu ne vois plus se refléter sa tristesse, mais ta propre souveraineté, ta propre lumière individuelle qui brille intensément. Il existe un type de solitude profonde et silencieuse dont on parle rarement. La solitude qui réside au plus profond d'un homme qui s'est abandonné à lui-même à un moment donné de son parcours. Il se lève chaque jour, remplit ses rôles sociaux, sourit quand on l'attend,
Mais si l'on pouvait pénétrer la surface de sa façade, on trouverait un enfant blessé recroquevillé dans un coin sombre de sa psyché, invisible, inaudible et toujours en attente de la chaleur et de l'acceptation qui ne sont jamais venues pleinement. Jung nous a averti que ce qui reste inconscient ne disparaît pas. Il continue simplement de vivre et de se manifester dans notre vie sous la forme de destins, de schémas répétitifs et de choix apparemment inexplicables. Et le destin le plus tragique pour l'homme non guéri, celui qui n'a pas entrepris le voyage d'intégration et d'autocompassion, et qu'il devient la présence même qu'il a un jour désespérément nécessaire, mais qu'il n'a jamais reçue. Cependant, cette présence négligente et critique ne s'adresse pas aux autres, elle est intériorisée et s'inflige à lui-même. Il s'ordonne d'être fort, alors que ce dont il a vraiment besoin est de compassion et de tendresse. Il se force à surmonter l'épuisement lorsque son corps et son âme réclament du repos. Il se moque de sa propre douleur, minimise sa tristesse et se punit sévèrement d'éprouver des émotions qu'il offrirait volontiers réconfort et compréhension à toute autre personne. Il se transforme en sa propre figure autoritaire, son propre gardien absent, son propre juge silencieux et impitoyable. C'est la frontière finale et la plus insidieuse du complexe maternel non résolu, l'auto-abandon émotionnel. Il ne s'agit pas seulement de ce que la mère a fait ou n'a pas fait. Il s'agit de la façon dont vous, inconsciemment, perpétuez maintenant le même schéma de négligence et de critique envers vous-même, en utilisant le même langage de désapprobation que vous avez intériorisé dans votre enfance. Il s'agit de la façon dont la voix de la désapprobation maternelle résonne toujours dans votre esprit, mais maintenant sur votre propre ton. Jung a décrit cette dynamique comme l'influence de la mère intérieure blessée, un archétype qui, lorsqu'il n'est pas reconnu et guéri, monte sur le trône de votre psyché et en vient à gouverner votre estime de soi, vos choix de vie, vos relations interpersonnelles et votre perception fondamentale de la sécurité dans le monde. Face à cette douloureuse réalité intérieure, quelle est la réaction la plus courante chez les hommes? Ils ont tendance à fuir, à se distraire, à chercher refuge dans des activités frénétiques, dans le surmenage, dans des relations superficielles ou dans toute forme de bruit extérieur qui pourrait étouffer le cri silencieux de leur âme blessée. Mais, où qu'ils aillent et quoi qu'ils fassent, la même question troublante les poursuit dans l'ombre de leur conscience. Pourquoi me sens-je si vide et insatisfait, même lorsque je fais apparemment tout bien, selon les normes extérieures? Et la réponse, aussi douloureuse soit-elle, réside dans cette vérité fondamentale, parce qu'à un moment donné de votre parcours, vous vous êtes abandonné dans la vaine tentative de gagner un amour qui n'était jamais le vôtre à mériter en premier lieu. L'amour inconditionnel et l'acceptation totale que vous aspiriez depuis l'enfance. Vous avez cessé de vous connecter à vos propres besoins et sentiments authentiques, vous avez abandonné votre joie spontanée, votre douceur inhérente et votre intuition primordiale, parce que le modèle d'amour que vous avez intériorisé vous a appris que vos besoins étaient trop, votre tristesse était incommode, et votre vulnérabilité était synonyme de faiblesse. Mais voici le message essentiel que Carl Jung nous a légué. Une vérité que les hommes ont besoin d'entendre avec le courage d'un cœur tremblant. Le privilège suprême d'une vie pleine et authentique est de devenir qui tu es vraiment au fond de toi, non pas qui on t'a dit d'être, non pas qui ta mère avait besoin que tu sois pour te sentir en sécurité ou épanoui, non pas qui tu as dû devenir pour te protéger des douleurs de l'enfance, mais qui tu étais avant que toutes les adaptations et défenses psychiques ne soient construites. Et pour revenir à cet homme authentique qui réside en toi, tu n'as pas besoin de plus de volonté ou d'autocritique. Ce dont tu as vraiment besoin, c'est de cultiver une profonde compassion envers toi-même. Pas une pitié condescendante ou une indulgence excessive, mais quelque chose d'infiniment plus courageux et transformateur. La volonté de t'asseoir en silence avec ta propre douleur, sans le besoin compulsif de la réparer immédiatement, de la justifier rationnellement ou de la faire taire prématurément. Cet acte d'auto-accueil compatissant est l'essence même de ce que nous appelons l'autoparentalité.
C'est le processus de devenir ton propre guide intérieur, le père et la mère que tu n'as peut-être jamais eu de la manière dont tu en avais besoin. Et ce n'est pas un chemin facile ou sentimental. Souvent, il est brutalement honnête et stimulant. Parce que lorsque tu cesses finalement de t'abandonner et de négliger tes propres besoins, tu devras inévitablement faire face à la douleur et au chagrin accumulé que tu as évité tout au long de ta vie. Mais c'est précisément dans cette douleur, dans cet espace de vulnérabilité authentique, que réside le potentiel de ta plus profonde rédemption. Car au moment exact où tu te tournes vers cet enfant intérieur blessé et que tu prononces sincèrement « Je te vois, je reconnais ta douleur et tes besoins, et je promets solennellement que je ne t'abandonnerai plus », quelque chose de fondamental se déplace dans ta psyché. Tu cesses d'être un simple écho des attentes et des blessures de ton enfance. Tu ne mendis plus l'amour pour qu'il te trouve, ni n'essaies désespérément de gagner l'approbation d'un fantôme du passé. Tu rentres enfin chez toi, non pas chez ta mère, mais dans ta propre demeure intérieure, vers ton véritable moi. Tu as passé une grande partie de ta vie à essayer avec ferveur de ne pas devenir ton père, mais tu es silencieusement devenu prisonnier des dynamiques non résolues avec ta mère, non par choix conscient, mais par un héritage psychologique invisible. Et la vraie tragédie de cette situation ne réside pas dans le fait que ta mère, dans son humanité faillible, ait pu ne pas satisfaire tous tes besoins. La tragédie est que tu as maintenu sa voix vivante et active dans ton propre esprit, longtemps après qu'elle ait quitté la pièce de ton enfance. Carl Jung a compris une vérité profonde et essentielle que beaucoup d'hommes modernes, pressés et superficiels, ont tendance à ignorer. Le véritable point de croissance et de transformation personnelle ne réside pas dans une rébellion adolescente contre les figures parentales, mais dans un processus de séparation psychologique mature et consciente, réalisé avec amour et respect. Si cette alchimistérie explorant les profondeurs de la psyché masculine a résonné en vous, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne pour continuer à dévoiler les mystères de l'inconscient. Aimez cette vidéo et laissez-nous votre commentaire avec vos réflexions. Votre participation enrichit notre communauté.